Pour la 5e année consécutive, le Togo est classé premier dans l'espace UEMOA sur l'indice de développement humain, rapport de 2023-2024. Selon les précisions du rapport, l'indice de développement humain du Togo est passé de 0,539 entre 2021 et 2023 à 0,547 entre 2023 et 2024. Ce rapport intitulé « Sortir de l'impasse » repenser la coopération entre un monde polarisé met en lumière le contexte dans lequel se trouve l'ensemble des pays du monde, étroitement interconnectés, les défis communs et interdépendants à l'échelle mondiale, comme la polarisation et les changements climatiques galopants. Le Togo a enregistré un progrès jugé remarquable derrière le Cap-Vert, le Ghana et le Nigeria. Le Togo est en bonne voie pour franchir le seuil de la catégorie développement humain moyen. Le revenu national brut par habitant est passé de 2167 $ en 2021-2022 à 2214 $ en 2023-2024. Quant à l'espérance de vie, elle s'est établie à 61,6 ans en 2023-2024. Par ailleurs, le rapport international sur l'indice de développement humain recommande aux pays africains de repenser les biens publics mondiaux sur le plan climatique, numérique, financier et sur le plan de l'information. Maladie génétique la plus répandue au monde, hématie est le nom qu'on lui donne le plus souvent dans nos contrées. Mais son nom le plus usuel est la drépanocytose. La drépanocytose est une affection du sang se caractérisant par une anomalie de l'hémoglobine, entraînant la déformation fossile des globules rouges. Les personnes atteintes de cette maladie génétique peuvent souffrir de crises douloureuses, d'anémie sévère et sont plus vulnérables aux infections, ce qui peut conduire à des complications graves et augmenter le risque de décès. Plus de 50 millions de personnes sont atteintes de drépanocytose à travers le monde. Au Togo, environ 16% de la population est porteuse du gène de l'hémoglobine S, indiquant une prévalence significative de la maladie dans le pays. Cependant, une grande partie de la population togolaise reste mal informée sur cette maladie et peu de personnes connaissent leur statut vis-à-vis de la drépanocytose. Selon une étude réalisée par Drépavi, près de 50% des enfants atteints de drépanocytose meurent avant l'âge de 5 ans et 80% avant l'âge de 18 ans. L'électrophorèse est un outil crucial pour connaître son statut génétique et ainsi éviter de transmettre la drépanocytose à ses enfants. Bien que cette maladie soit incurable, un dépistage précoce, une gestion adéquate et une prise en charge adaptée peuvent considérablement améliorer la qualité de vie des patients, leur permettant de mener une vie normale et saine. Au Togo, le Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires a été établi dans le but de répondre aux besoins spécifiques des patients et de coordonner les efforts de recherche pour lutter contre cette maladie dévastatrice. Les autorités togolaises ont décidé de fermer pour une période prolongée le palais des congrès de Lomé. Les activités culturelles ne pourront plus se tenir dans ce complexe en raison des travaux de rénovation majeurs qui s'y feront. L'information a été rendue officielle par le ministre des Travaux publics dans un communiqué en date du lundi 17 juin 2024. En effet, le Palais des Congrès de Lomé, qui incarne un lieu emblématique pour les événements culturels et officiels du pays, a subi les affres du temps, les chaises usées, son esplanade négligée et le développement d'un marché informel sur son parvis, témoignant d'un besoin urgent de rénovation. Cette fermeture temporaire, bien que regrettable pour les nombreux utilisateurs du site, s'avère indispensable pour redonner au Palais des Congrès sa splendeur d'antan. Par ailleurs, la fermeture du Palais des Congrès de Lomé, en pleine haute saison des événements, contraint les promoteurs culturels à trouver des solutions alternatives pour accueillir leurs activités. Cette situation met en lumière la nécessité de développer d'autres infrastructures culturelles à Lomé pour soutenir le dynamisme de la scène artistique locale. Notons qu'en 2019, le gouvernement togolais a initié un projet de rénovation visant à moderniser et à conserver ce bâtiment historique.
Les travaux en cours marquent une étape cruciale de ce projet visant à améliorer les équipements et à adapter le palais aux besoins actuels des utilisateurs. La fermeture temporaire du Palais des Congrès de Lomé nécessite des ajustements pour les événements et les activités prévues. Les autorités locales s'efforcent de trouver des solutions alternatives pour atténuer l'impact sur les utilisateurs et assurer la continuité des activités culturelles et officielles. Les travaux terminés, le Palais des Congrès de Lomé brillera de nouveau et sera mieux équipé pour accueillir des événements d'envergure. Malgré les désagréments temporaires causés par la fermeture, celle-ci est indispensable pour assurer la durabilité et la modernisation de ce lieu emblématique au profit de son public. Depuis quelques années, le Togo fait face à plusieurs phénomènes dévastateurs, notamment l'érosion côtière avec une avancée rapide de la mer et la sécheresse, entre autres. Face à cette situation, le pays s'engage à travers sa politique à non seulement protéger ses forêts existantes, mais aussi mobiliser les communautés pour des actions de reboisement afin d'avoir une grande couverture forestière. Pour y arriver, le pays va bientôt bénéficier d'un nouvel appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il s'agit en effet d'un appui financier de 122 millions de francs CFA pour assurer la formulation de la stratégie climatique. Autrement dit, il s'agit pour le Togo, à partir de cet appui du PNUD, de permettre aux entités de prendre leurs responsabilités dans le cadre du changement climatique en identifiant les risques et les opportunités. Aussi, de mettre en œuvre des stratégies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour rappel, le Togo prévoit une réduction des émissions des gaz à effet de serre de 31,14% à l'horizon 2030. Les secteurs identifiés pour réaliser cet objectif sont notamment l'énergie, l'agriculture et la foresterie. Ces habitants de Béni, dans le Nord Kivu, portent le deuil et la colère sur leur visage. Aujourd'hui, ils rendent hommage aux 150 civils tués par les rebelles ougandais des ADF dans le seul mois de juin 2024, selon l'Union africaine. Depuis que nous sommes ici, chez nous, à Béni, ça fait des années que nous mourons comme des mouches. Nous mourons comme des moustiques. Personne ne s'intéresse à la situation ici, à Béni. À la sortie de l'église, les membres de la société civile, à l'initiative de cette journée de deuil, tentent d'attirer l'attention des passants. Ils appellent les habitants à prendre leurs responsabilités, quitte à prendre les armes, à l'instar de groupes armés dits patriotes, comme les Wazalendo. C'est depuis 2014 que nous sommes en train d'assister à une tuerie, un génocide sans nom. Et nous ne savons pas c'est quoi notre problème, c'est quoi la finalité de tout ce que nous sommes en train de traverser comme problème, comme souci, comme difficulté ici. Nous ne savons pas. Dans la foule, des militants et membres de la Lucha. Le mouvement citoyen congolais non partisan et non violent n'est pas pour que les habitants prennent les armes. Plutôt, il croit en l'unité et l'engagement de chaque citoyen congolais pour faire cesser les massacres et faire changer le système politique. Vous savez que lorsque ADF commet ces actes de barbarie, il ne cherche pas à savoir qui est chrétien, qui est musulman. Maintenant, nous, la population de Béni, nous ne voulons pas parler de ça. Et les musulmans et les chrétiens, tous nous sommes victimes. Il est grand temps de se liguer en un seul homme pour mettre en état d'or cet ennemi-là, l'ADF, qui a créé et qui gangrène les sécurités dans la région de Béni. Kinshasa et Kampala ont lancé en 2021 une opération militaire conjointe, sans parvenir, jusqu'à présent, à mettre fin aux attaques sanglantes des ADF contre les civils. « 4 kilomètres de route submergés par les eaux du lac Tanganyika. Au poste frontalier de Kamvimvira, des Congolais et des Burundais doivent braver les obstacles pour espérer traverser la route. Depuis plus de 6 mois, c'est à bord de camions poids lourds ou de véhicules tout-terrain qu'ils doivent voyager, contraints de payer des tarifs compris entre 2 000 et 5 000 francs CFA. Pour ceux qui ont moins de moyens, une solution, les pirogues à 2 000 francs CFA le trajet.
La route vers la frontière est sous l'eau. Nous traversons en pirogue ou en tracteur, alors que normalement, les tracteurs sont utilisés par les agriculteurs. Parfois, nous tombons à l'eau et nous risquons de nous noyer. Nous demandons à l'État de nous aider avec cette frontière. L'appel est lancé. Les populations impactées attendent une action concrète des autorités congolaises afin de faciliter la circulation entre les deux pays et d'aider la population locale. Aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 familles qui sont impactées par cette situation. Nous dormons sous des bâches avec les enfants. Nous souffrons beaucoup car nous n'avons nulle part où aller. Même pour aller au marché, il faut prendre une pirogue. Si vous n'avez pas d'argent, vous devez nager. Les femmes souffrent d'infections et nous sommes désespérés. Consciente que la population est plongée dans une situation précaire, les autorités du Sud Kivu annoncent la construction d'infrastructures adaptées afin d'améliorer leur quotidien. Il y avait des culs qui étaient déjà construits en son temps, mais bon, que l'eau envahissait à chaque fois et ça a bloqué la poursuite des travaux. Un pont est en construction pour permettre des traversées régulières. Ce qui aurait dû se faire au niveau de Kavimvira peut également se faire au niveau, je crois, de Sangue ou de... Oui, donc on n'a pas croisé les bras, on cherche toujours des solutions. Et tant qu'il y a le gouvernement, les solutions seront toujours au rendez-vous. Deuxième ville la plus importante du Sud Kivu, Uvira relie la RDC à Bujumbura. La frontière de Kamvimvira est aujourd'hui la principale voie d'accès à la capitale burundaise. C'est le jour J pour Cyril Ramaphosa. Le président sud-africain réélu pour un second mandat, sans majorité absolue en Afrique du Sud, a prêté serment ce mercredi au siège du gouvernement devant le président de la Cour constitutionnelle du pays. Dans la capitale, à Pretoria, la cérémonie formelle d'investiture a été marquée par 21 coups de canon et un survol de l'armée de l'air. Pour cette cérémonie en grande pompe, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Les représentants des partis politiques, des syndicats, de la société civile et les chefs religieux ont été également conviés. Président de l'ANC parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, Cyril Ramaphosa est devenu président de la République pour la première fois après la démission de Jacob Zuma en février 2018. Il a été réélu pour 5 ans par l'Assemblée nationale la semaine dernière après les élections législatives du 29 mai. Après avoir dénoncé des élections truquées, le parti MK de Jacob Zuma rejoindra l'alliance des partis d'opposition au Parlement. Une décision prise suite aux résultats des législatives qui ont vu le Congrès national africain et l'Alliance démocratique former un gouvernement de coalition. Bien que le parti MK et les combattants de la liberté économique aient leurs racines dans l'ANC, ces organisations politiques se sont nettement distinguées en raison des conflits antérieurs au sein du parti qui ont conduit à la formation du MK et de l'EFF. Historiquement, l'ANC dirigée par le président Cyril Ramaphosa et l'Alliance démocratique ont été des rivaux, le parti DA ayant mené l'opposition de 1999 jusqu'aux élections de 2024. Mais coup de théâtre cette année, les deux adversaires se sont unis pour former un gouvernement de coalition, permettant ainsi à Cyril Ramaphosa d'être réélu président de l'Afrique du Sud après que l'ANC s'est vu perdre la majorité absolue aux élections législatives. Par centaines, ils sont venus faire entendre leur colère aux abords du Parlement. Le projet de nouvelle taxe du gouvernement kényan a mis le feu aux poudres depuis son annonce le 13 juin dernier. Face aux manifestants, la police a sorti les grands moyens, dispersion à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Nous savons, nous ne sommes pas nos parents, nous n'allons pas nous laisser faire, parce que nous travaillons dur pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et vous voulez prendre tout notre argent? Ce n'est pas possible. Dans sa version initiale, le projet de loi inclut notamment une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers et une taxe de 16% sur le pain, des mesures prises par le gouvernement du président William Ruto pour retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Le budget 2024-2025 débattu au Parlement depuis ce mardi est dénoncé par ses détracteurs comme un nouveau coup porté au pouvoir d'achat de la population, déjà affaibli par l'inflation.
Vous avez entendu, ils augmentent même les taxes sur les dons. Les femmes n'ont pas de serviettes hygiéniques, elles sont taxées. Nous n'avons même plus les moyens d'acheter des couches pour les enfants. Il n'y a pas de vaccin dans les hôpitaux pour les enfants. Il faut que ce gouvernement fasse quelque chose. Dans la journée, la présidence kenyane a annoncé par un communiqué avoir retiré la plupart des mesures contestées avant l'examen du texte au Parlement. Parmi elles, la taxe sur le pain et les véhicules, les paiements mobiles et les huiles végétales. Malgré l'annonce, les manifestants maintiennent la pression dans la rue. Supprimez tout. Vous ne pouvez pas retirer des morceaux du projet de loi pour que nous puissions l'approuver. Non, supprimez tout. On repart de zéro. Plus d'une dizaine de personnes ont été arrêtées selon l'AFP, dont l'un des organisateurs de la manifestation. Le projet de loi doit être voté avant le 30 juin. Mamed Makaf se souvient du jeune garçon qu'il était dans les années 1960-70. Du temps où il gambadait avec ses copains dans ce qui étaient alors des prairies verdoyantes et arborées. Il y avait ici des oliviers, des figuiers, des amandiers. Le plateau du Djebel Nefoussa, dans le nord-ouest de la Libye, n'est aujourd'hui plus qu'un désert. Cette région bénéficiait de quantités de pluie très respectables, surtout entre 1986 et 1996. Mais aujourd'hui, on regrette que les oliviers dont on a hérité de nos ancêtres soient morts et desséchés. Mamed Makaf coupe régulièrement les oliviers qui ne survivent pas. Cela fait au moins du bois de chauffe pour l'hiver. Et il tente de sauver les arbres qui résistent encore, en remplissant des bidons d'eau puisés dans la citerne de sa maison. Inlassablement. C'est toute l'économie de cette zone du district de Nalout, essentiellement agricole, qui est anéantie. Beaucoup d'éleveurs de moutons de la région ont vendu leurs troupeaux en raison de la rareté de l'eau et de la sécheresse. Les éleveurs vendent leurs animaux, le cheptel diminue considérablement. Nourrir et donner à boire aux bêtes coûte trop cher, bien plus que ce qu'elles peuvent rapporter aux éleveurs. L'eau à Kabao ne tombe plus du ciel. Elle est acheminée par camion-citerne. Ils font des allers-retours entre la station de pompage, située dans la vallée, et les villages des hauteurs. La municipalité subventionne ces livraisons. Elles coûtent 25 dinars, un peu moins de 5 €, par cargaison de 12 000 litres. Mais parfois, il faut faire appel à des entreprises privées, et c'est alors 6 fois plus cher. La municipalité tente de trouver des solutions. Elle vient d'acheter cette pompe pour puiser l'eau des nappes alentours. Un pis-aller. L'angoisse du maire de Kabao, administrer un village fantôme. La sécheresse a d'autres impacts, pas seulement sur la nature et l'environnement, mais aussi en termes démographiques. Notre région vit principalement de l'agriculture. Et quand on dit qu'il n'y a plus d'agriculture, ça signifie qu'il n'y a plus d'oliviers, d'orge, de blé. La plupart des gens ont quitté cette région et ont migré vers la capitale, Tripoli. Plus de 90% de la superficie de la Libye est désertique. C'est l'un des 6 pays les plus secs au monde, selon l'ONU.